1er mai 2019, deux touristes français sont enlevés et leur guide béninois assassiné lors d'un safari dans le parc de la Pandjari. C'est là un premier signe d'alerte à l'endroit des autorités béninoises que désormais la menace sécuritaire du Sahel était bel et bien à leur porte. Jeudi 2 décembre de la même année, la menace terroriste qui planait sur le nord du Bénin s'est concrétisée et dans la nuit, 2 soldats des forces armées béninoises ont été tués dans la localité de Porga, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le Bénin venait ainsi de subir la première attaque terroriste de toute son histoire depuis l'avènement de la démocratie. 3 ans après, l'actualité nous replonge dans cette réalité qu'on a tôt fait, peut-être à tort, vraisemblablement, de conjuguer au passé. La menace djihadiste dans le nord du Bénin est réelle. La dernière attaque en date du 8 février a coûté la vie à 8 personnes, un agent civil de l'ONG African Park, 5 gardes forestiers, ainsi que leurs instructeurs français, sans oublier évidemment un agent des forces armées béninoises. Cela fait également 12 blessés au niveau du parc national W, ce qui donc justifie notre interrogation de ce matin. Attaque djihadiste dans le nord du Bénin, les raisons favorables. Quid de la riposte? On tentera d'y répondre dans le convoi du jour, du moins Morgane Metonji Assogba et Olivier Michel de Campos, tous deux, analystes géopolitiques et consultants en relations internationales, nous aideront à le faire. Bonjour, bienvenue sur le plateau, chers amis. Bonjour. Parce que vous êtes des habitués de ce plateau. Oui. Vous êtes presque de la maison déjà. Alors, l'occasion évidemment qui nous rassemble ce matin, qui n'est pas forcément, on va dire, gaie. En un jour où on célèbre la Saint-Valentin, la fête de l'amour, on se retrouve autour d'un plateau pour parler de tout sauf de l'amour. Parler de choses qui divisent, plutôt qu'elles n'unissent. Même si en vrai, évidemment, il y a toujours matière à unir les cœurs pour faire face à ce genre de situation. Alors justement, la survenue de ces attaques dans le nord du Bénin et surtout l'actualité qui est marquée, on va dire, par de nombreuses attaques terroristes dans le nord du Bénin, comment est-ce que vous accueillez cette actualité? Comment la vivez-vous? On commence par Morgane. On dira que c'est tout sauf une bonne nouvelle. C'est une situation qui mérite réflexion et ce qui explique l'aptitude et la promptitude avec laquelle le gouvernement béninois a décidé de réfléchir à cette question. Vous avez vu tout de suite, on a eu une rencontre extraordinaire. Oui, les ministres voilà, exactement. Et donc, il faut dire que c'est une situation qui mérite réflexion parce qu'il y a des dispositions qu'il faille prendre quand même pour permettre au processus de développement enclenché par notre pays de continuer à évoluer. Parce que lorsque vous avez les questions de sécurité qui se pointent et qui prennent le dessus, tout de suite, tout ce qui est développement, projet de développement, ralentit. On prend un coup. Exactement. Olivier Michel de Campos, oui, un mot sur justement la survenue de ces attaques-là, la répétition, on va dire, surtout sur ces derniers jours. Comment vous l'accueillez? Comment la vivez-vous? Alors, moi je l'aperçois plutôt comme quelque chose qu'on attendait puisque ça fait longtemps que tous les signaux sont au rouge. Comme vous l'avez si bien annoncé dans votre introduction, oui. C'est parti quand même depuis 2019. Donc, je la vois comme quelque chose qui était assez latent, qui était là et qu'on craignait et qui est finalement arrivé. Vous savez, lorsque cette vague terroriste a démarré dans les pays de la sous-région, il fallait bien évidemment s'attendre à ce que ça puisse déferler sur les pays déjà du Sahel. Quand ça a commencé au Maghreb, dans les années 90, il fallait s'attendre à ce que ça déferle sur les pays du Sahel. Et après, déjà dans les années 2000, après la fin de la guerre civile algérienne et plus précisément les années 2010,
après donc, les événements en Libye, il fallait évidemment s'attendre à ce que la menace s'étende dans les pays côtiers, les pays sahéliens déjà, et après dans les pays côtiers. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes face à cette situation-là, et il faut dire quand même que ces événements, cette menace terroriste constitue un véritable danger qui met à mal les fragiles équilibres sécuritaires dans la sous-région. Parce que, et tout en renforçant tout un tas de crises, de foyers de tension. Vous voyez à peu près toutes les crises politiques, économiques, sécuritaires, et également les coups d'État qui commencent à faire surface encore dans la sous-région. Donc, il s'agit d'une situation assez préoccupante, et le Bénin fait aujourd'hui face à la réalité. La réalité, on passe donc d'une situation de pays menacé par le terrorisme donc, à une situation donc, de pays victime. Pays victime donc d'actes terroristes. Situation prévisible donc, Morgane Assogba, selon vous aussi? Inévitable, fatalité? Pas une fatalité, mais une situation à laquelle tout pays de la sous-région devrait se préparer. Se préparer dans la mesure où, vous savez, nous avons un adage qui dit lorsque la maison de ton voisin brûle, il faut naturellement l'aider à éteindre le feu. Parce que, exactement. Justement. Et cet adage n'a pas forcément été respecté comme cela se devrait. Si on regarde un peu l'idée de l'union face à la question de la montée du terrorisme qui s'est posée en Afrique de l'Ouest, parce que vous avez eu un G5 Sahel, vous n'avez pas forcément eu le sentiment que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest s'intéressaient forcément. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas intéressés, mais peut-être ils n'ont pas pris la question autant à cœur, et que c'est maintenant que le danger se trouve peut-être aux portes de leurs différents... On parle des pays ici, les pays du Golfe de Guinée, vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Voilà. Donc là, j'espère qu'ils vont davantage s'intéresser à la question, parce qu'aucun État pris individuellement ne devrait être à la mesure d'un challenge aussi grand. Il s'agit d'un challenge sous-régional, et on pourrait même aller au-delà et parler d'un challenge continental, parce qu'il y a mondial aussi, mais beaucoup plus continental, parce que vous voyez d'autres régions de l'Afrique aussi sont quand même touchées par cette question. Voilà. Justement. Michel de Campos, oui, Morgane Assogba tout à l'heure a semblé dire que le Bénin a été un peu négligent. Je le disais dans mes propos liminaires, comment dire, est-ce qu'on n'a pas trop tôt fait, justement, alors à tort vraisemblablement, de conjuguer au passé cette menace qui était quand même à nos portes depuis 2019? Oui, vous savez, c'est une dynamique régionale, et je vais essayer de vous expliquer. Vous savez, dès que cette menace-là a démarré, il y a eu ce que moi j'appelle une erreur d'appréciation. On appelle ça erreur stratégique de la plupart des États, pas seulement le Bénin, de la plupart des États de la sous-région, de considérer le terrorisme, la menace terroriste, le fait terroriste, le phénomène, comme quelque chose d'assez lointain. Comme l'a dit mon confrère, dès que ce n'est pas arrivé encore dans votre périmètre, dans votre territoire, a tendance à considérer cela comme un phénomène assez lointain. Problème des autres. Problème des autres, justement, problème des autres qui ne nous touche pas encore directement. Ce qui fait que on a une sorte de retard à l'allumage, qui fait qu'on se dit, bon, on n'est pas encore tellement dans le vif du sujet. Il faut attendre. Donc, il y a cette erreur stratégique là qui a été commise par la plupart de l'ensemble des États dès le départ, et qui a joué beaucoup sur les stratégies de riposte qu'elles auraient pu mettre en place à temps pour pouvoir faire face véritablement à la menace. Et secondement, même lorsque la menace a déferlé déjà, comme je le disais, à l'entame, dans les années 90, et ensuite au niveau donc, du Sahel,
il y a cette pensée collective-là qui considérait le désert du Sahara comme une barrière infranchissable. Quelque chose que, bon, on se disait, ils sont là, mais c'est pas évident qu'ils puissent franchir cette Donc, il y a cette pensée-là collective qui était partagée par la plupart, même de certains experts, même qui disaient que, bon, il serait quand même difficile qu'ils puissent arriver déjà au niveau des pays sahéliens et ensuite au niveau donc, des pays côtiers. Donc, il y a alors même que traditionnellement, ce désert du Sahara est une région de dynamique, et de dynamique très forte avec des circulations de population, de marchandises, de biens, services en divers, et surtout une région qui, de par son histoire, cristallise beaucoup de conflits, beaucoup de crises. Et qui dit conflit, crise dit forte violence. Donc c'était déjà une zone, une région assez problématique sur laquelle il fallait que les experts, les autorités au niveau de la sécurité et de la défense puissent véritablement prendre toute la mesure de la situation à l'époque et prendre donc les mesures idoines pour anticiper. Parce qu'aujourd'hui, moi, je mettrais beaucoup plus l'accent, peut-être on en reviendra, dans la stratégie à mettre en place, d'anticipation, de prospection. Voilà, donc essayons donc d'aller dans ce sens-là. Parce que là, une fois que vous êtes attaqué, vous savez, la menace terroriste, il vaut mieux ne pas l'avoir. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous êtes déjà en mauvaise posture pour y répondre. Mieux vaut donc anticiper et éviter de la subir que de commencer par être dans le réactif. Il faut être dans le proactif, non réactif. Évidemment, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus d'autre choix que de réagir. Évidemment, qu'on y est malheureusement. Parce qu'on l'a subi déjà, bien malheureusement. Alors, Morgane Metonji à Sogba, la question, sinon, les questions qu'on se pose aujourd'hui au détour du camp 20 mois du jour, c'est entre autres les raisons qui ont favorisé. Alors, on a commencé par déblayer le terrain, évidemment, mais allons-y, Franco. Maintenant, quelles sont ces raisons, justement, qui ont été favorables à la survenue de ces nombreuses attaques que le Bénin a subies ces derniers jours, notamment au niveau du parc national? Alors, les raisons, elles sont d'ordre déjà sous-régional, et ensuite elles sont d'ordre spécifique, puisque là vous parlez du Bénin. Voilà. D'ordre sous-régional, vous avez des conditions qui favorisent déjà ce genre d'initiative de terrorisme ou de groupe ou d'attaque. Et l'une des premières raisons, c'est l'espace. L'espace, c'est la présence, l'effectivité institutionnelle des différents États. Vous allez constater que les zones qui sont souvent les premières qui sont prises par ces groupes, ce sont des zones où il y a pratiquement très peu forcément de présence institutionnelle. Autorité administrative. Exactement. Et vous avez pratiquement, on a parlé du Sahel, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans la zone désertique? Parce que déjà la zone désertique, comme l'a dit mon confrère, il y a souvent cette idée selon laquelle c'est une zone désertique et donc il n'y a pas forcément de nécessité. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu. Exactement. Alors que ce sont des zones où, étant donné qu'il n'y a pas de présence institutionnelle, cela favoriserait naturellement le déploiement de tout groupe. Toutes ces forces. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le mode, il faudrait regarder qui sont ceux qui constituent ces forces ou ces groupes. Pour la plupart du temps, selon les observations, il a été révélé qu'il s'agit bel et bien des recrutements qui se font sur le terrain. Donc, parmi la population, c'est ça? Parfois la population. Qui vit dans ces milieux. Exactement. Et pourquoi est-ce que des jeunes seraient intéressés par ce genre de situation? On évoque aussi la question pas de la pauvreté forcément, mais des opportunités de gérer sa vie au quotidien, de gagner sa vie. Et donc, vous avez tous ces problèmes qui parfois, et aussi vous avez les frustrations. On pourra parler de frustration. De partage inéquitable des richesses. Parce que c'est difficile de dissocier la question du terrorisme et des attaques de la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et donc, tous ces facteurs étant liés, on peut se retrouver sur le plan de la sous-région par rapport à cette
conditions qui favorisent cette situation que nous avons. Maintenant, pourquoi aujourd'hui aux portes du Bénin, vous allez constater que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, il y a quand même une situation qui n'est pas forcément favorable à ces groupes, à leur stabilité dans ces zones. Et donc, il faut trouver d'autres débouchés. Il faut descendre. Là maintenant, on sent qu'ils sont en train de descendre vers le Golfe, vers les pays du Golfe de Guinée, parce qu'il y a quand même nécessité pour eux de trouver ces débouchés. Et il y a une notion de marchand de violence. C'est-à-dire, oui, une notion qui est en train de naître ou bien qui est déjà née, mais qui prend de l'ampleur, qui montre que nous sommes beaucoup plus aujourd'hui en présence d'un probable business. C'est-à-dire des gens qui gagnent leur vie, effectivement, en perpétrant des actes de violence. Exactement. Et donc, ce n'est plus juste forcément une question de frustration avérée, mais c'est devenu un mode de fonctionnement des initiatives carrément du business pour gagner sa vie. Il y a des gens qui vivent de cela. Et c'est ce qui explique que certains ont tendance à vouloir rejoindre parce qu'ils offrent des opportunités, de l'argent. En même temps, ça peut se comprendre. S'il y a des marchands de guerre, c'est que des marchands de violence. De violence, ça veut dire qu'ils en font exactement, qu'ils en font un business. Et donc, voilà des facteurs d'ampleur sous-régionale qui favorisent la montée de ce genre d'initiative. Parce qu'il ne s'agit pas juste du Bénin ou de la sous-région. On a vu cela se développer dans le Moyen-Orient. On a vu cela s'exporter dans notre zone qui a été un terrain fertile pour cela. Alors, sur le plan de la question du Bénin, il faut dire que le Bénin, tout de suite, est un pays qui est très proche de 2 à 3 de ces pays qui sont sévèrement touchés par la question. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et donc, c'est compréhensible que les frontières du Bénin soient menacées. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le PAC W? Parce que ce PAC se retrouve dans une région où la présence, comme il se doit, que ce soit de la vie humaine ou que ce soit des institutions, n'est pas aussi forte que dans d'autres parties du Bénin. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer la présence institutionnelle dans le sud à la présence institutionnelle dans le septentrion. On ne peut pas comparer la présence de vie humaine dans le sud et la présence de vie humaine dans le septentrion. Même lorsqu'on regarde la démographie du Bénin, on se rend compte qu'il y a plus de personnes qui vivent dans le sud que dans le nord. Dans cette zone. Donc, voilà quelques raisons qui pourraient expliquer le fait qu'on assiste à cela dans cette zone-là du pays. Pour embrayer justement sur, on va dire, la fin de vos propos, j'ai, pour ma petite expérience, fait un tour justement du Bénin l'année dernière. Et quand on approchait justement le septentrion, notamment les régions de, je pense, Banikwara et au-delà, la frontière Bénin-Niger et autres, ben, on ne se croirait plus au Bénin en réalité. C'est-à-dire que la manière de s'habiller des gens ne sont pas les mêmes. On ne reconnaît pas donc au travers des déshabillements que ce sont des Béninois. Mais au-delà de cela, c'est que justement la présence dans des institutions est quasi inexistante. Donc oui, autant de raisons qui justifient donc la survenue de ces nombreuses attaques aux frontières du Bénin, notamment dans le nord. Alors je parlais des raisons qui ont favorisé cette survenue. Morgane en a cité beaucoup. Y en a-t-il d'autres à ajouter? On pourrait en trouver d'autres, vous savez. Mais ce que moi je voudrais dire, pour compléter ce que mon confrère vient d'évoquer, déjà, il est intéressant quand même d'observer un peu toute cette dynamique-là, parce que vous savez, ces groupes terroristes, ils ont un mode opératoire. Déjà, lorsqu'ils veulent s'implanter dans un territoire, ils ont un mode opératoire. Le mode opératoire, c'est
c'est de toucher les cœurs, c'est d'essayer de recruter dans la population locale. Et il est très important de le souligner, de le relever. Vous savez, cette dynamique terroriste, quelque chose que moi je l'aperçois, en tout cas elle est perçue quand même, quand on fait un peu l'analyse, comme quelque chose d'assez extérieur aux pays africains eux-mêmes. Bon, pas aux pays africains, mais aux pays qui sont aujourd'hui touchés, en majorité. Parce que lorsque vous observez un peu les leaders charismatiques de ces groupes-là, les dirigeants de ces groupes-là, c'est des Algériens, c'est des Mauritaniens, ce sont des Sahraouis, donc des Marocains. Et vous ne retrouvez pas forcément à la tête je veux dire, des personnes qui sont peut-être maliens, burkinabés ou j'en passe. Mais par contre, ils essaient donc d'enrôler des locaux. Et lorsque vous faites un peu, voilà, vous verrez peut-être au Niger, vous avez des Nigériens qui sont en masse. Donc, au Burkina, pareil, vous avez des Burkinabés. Au Mali, vous avez des Maliens. C'est pour ça, justement, que pour le cas malien, pour prendre cet exemple-là, vous vous souvenez, lorsque le président Goïta était arrivé au pouvoir, il avait émis ce vœu-là de discuter directement avec les terroristes. Ça avait surpris tout le monde, mais quel était son discours à l'époque? C'était de dire que ce sont nos frères. Ce sont des Maliens, ce sont nos frères, donc on peut se comprendre, on peut s'entendre. Pour discuter. Pour discuter, parce que justement, ce sont des gens qui ont été enrôlés. Donc ces terroristes-là essaient de mettre la main sur des jeunes frustrés, instrumentaliser des problèmes communautaires, donc des communautés marginalisées qui sont beaucoup plus favorables à leur discours. Donc c'est très important et ça pose la question de caractériser alors la menace djihadiste. Il faudrait la caractériser pour comprendre réellement quel est son contenu. Vous savez, il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction parce que si on ne peut pas faire cette distinction, on ne pourra pas adresser efficacement le problème. Il faut faire la distinction. Poser un bon diagnostic. Il faut poser un diagnostic et savoir qui on a affaire concrètement. Vous savez, il y a deux types. Et mon confrère a commencé par le souligner. Il y a ce que moi j'appelle les terroristes de circonstance. Ou les terroristes opportunistes. Ce sont ces jeunes frustrés qui sont en quête de sens et de chance pour leur vie, c'est-à-dire de sens, parce qu'ils recherchent quelque chose qui donnerait un sens à leur vie. Ils sont à la recherche, ils sont perdus, ils sont complètement déboussolés, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de vision. Voilà. Et ils sont à la recherche de chance également pour leur vie en termes d'opportunités. Qu'est-ce que l'État dans lequel ils sont, qu'est-ce que leur gouvernement, qu'est-ce que leur communauté leur propose concrètement. Surtout quand ils ne sentent pas, par exemple, la présence d'institutions, la présence de l'État. Donc ils sont désœuvrés, complètement abandonnés à eux-mêmes. Et ce sentiment-là est très instrumentalisé, est très utilisé par les marchands de violence, par les groupes terroristes, pour leur dire, vous voyez, écoutez, votre État ne fait rien pour vous, vous êtes à la merci prenez-vous en main, Et ce discours-là est très utilisé par ces groupes-là. Et de l'autre côté, vous avez les terroristes de conviction. De conviction, ceux-là qu'on appelle les fondamentalistes, ceux-là qui sont vraiment dans le religieux. Donc il ne faut pas vraiment la distinction, parce que quand on parle du terrorisme, on a tout de suite tendance à voir le côté idéologique. Mais aujourd'hui, sur le terrain, en tout cas le terrain sahélien, à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question donc de communautés frustrées, abandonnées, de jeunes en fait qui sont facilement enrôlés dans ce genre de dynamique-là. C'est très important parce que si on ne fait pas cette distinction, on ne pourra pas savoir réellement à qui on a affaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus non pas la radicalisation de l'islam, mais plutôt l'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont complètement désœuvrés, qu'on essaie d'utiliser, d'instrumentaliser. Et aujourd'hui, le fait même de prendre l'idéologie, c'est juste pour légitimer. C'est juste pour légitimer qu'on met devant le volet idéologique pour se dire, bon, on le fait au nom de la religion. Mais en réalité, au fond, et comme l'a dit mon confrère, il y a dans ce groupe-là, il y a plein de bandits qui, sous couvert donc de l'idéologie, profitent pour le business. Donc, il faut vraiment que les États puissent prendre ce problème à bras le corps et adresser efficacement cela en sachant réellement à qui est-ce qu'on a affaire pour pouvoir, c'est pour ça que je parlais à l'entame de vraies stratégies à mettre en place de façon préventive et prospective pour anticiper, éviter que ce genre de situation-là, que nos jeunes les Béninois en l'occurrence, ne soient enrôlés par ces gens. D'accord. Henri Morgan, Méthodi, je pense qu'on a déblayé un peu le terrain. On s'entend un peu sur les raisons qui ont donc il y en a d'autres. Il y a le contexte sociopolitique du Bénin. Il y a certaines... Vous savez,
le contexte qu'on vit depuis 2019, pour le dire ainsi, les crises successives qu'il y a eu, ce sont des terrains favorables. Bien sûr. Il faut qu'on essaie donc d'éviter, parce que là où il y a la contestation, là où il y a la protestation, là où il y a de la violence, c'est un terrain assez favorable pour ces groupes-là, pour récupérer les frustrations en fait, Bien sûr. pour récupérer des communautés qui se sentiraient. Parce que vous voyez ce qui s'est passé dernièrement, où on parlait d'un groupe de chasseurs dans la partie centre, qui seraient opposés à l'armée régulière. C'est des situations qu'il faut essayer des foyers de tension qu'il faut tout faire pour éteindre, justement. Parce que ce sont des foyers, des nids potentiels pour permettre donc à ces personnes-là de trouver une porte d'entrée sur le territoire. Donc, voilà, ça fait partie des raisons. Juste pour finir là-dessus, il y a également, mon confrère l'a également souligné, il y a non seulement la situation régionale, donc l'insécurité régionale, mais également il y a l'implication du Bénin dans la lutte régionale contre le terrorisme. Il faut également le souligner parce que le Bénin est quand même grande implication fait partie. Peu importe le niveau d'implication, justement. C'est là le problème. Parce que vous soyez impliqué à fond ou juste un peu, vous êtes impliqué quand même. Et ça peut être un signal également pour écouter, vous nous attaquez. Donc nous pouvons nous attaquer également. Donc, il y a ce volet-là également. Ça, c'est les facteurs de vulnérabilité extérieure. Donc, qui compte également, le Bénin est quand même parti dans certaines conventions et a participé aux missions des Nations Unies au Mali et dans d'autres cadres contre le terrorisme. Donc, tout cela favorise évidemment la survenue de ces attaques. Alors, la question justement du parc national W, est-ce qu'il y a des motifs justement qui, au-delà de tout ce qu'on a dit jusque-là, favorisent aussi finalement la survenue de ces attaques au niveau de ce parc? Oui, parce qu'on se rappelle en 2019, alors avec l'avènement du gouvernement de la rupture, le parc a été repris donc par cette structure privée, on ne va pas la nommer forcément ici. Juste après les premières attaques en 2019, la sécurité a été renforcée donc par la présence désormais donc des forces armées béninoises aux côtés des Rangers dans le parc. Mais toujours est-il que vraisemblablement cela n'a pas suffi. Oui, il faut comprendre que ce parc représente un atout touristique de grande envergure pour le Bénin. Et il faut dire que la gestion de ce parc implique pas seulement des nationaux béninois, mais plusieurs autres nationalités, ce soit institutionnelles ou même individuelles. Les enjeux sont grands. Voilà, sont grands au niveau de ce parc. Donc, que ce soit pour attaquer l'aspect économique, l'aspect stratégique en matière de nationalité impliquée, l'aspect, disons, développement du pays. C'est un endroit assez compréhensible. Ça peut se comprendre, que l'intérêt aille à ce niveau. Je voudrais, si vous le permettez, quand même dire que l'implication du Bénin dans la lutte contre ce développement, cette façon de créer l'instabilité dans les États, sur le continent, est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Bien sûr. Même si cela aussi a ses revers. Il faut saluer et il faudrait dire que c'est plutôt l'absence d'implication de l'ensemble des acteurs du continent pour pouvoir juguler de façon effective et à temps. Durable. Et voilà, de façon effective et à temps, cette question qui est à déplorer. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une ou deux nations qui s'impliquent, mais il s'agit que toutes les nations comprennent, surtout celles qui sont, comprennent que c'est un enjeu assez capital. Et l'autre chose, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où la question du terrorisme doit être traitée sous plusieurs angles. Les acteurs nécessaires pour résoudre cette question sont à la fois locaux et internationaux. Il faut des partenaires. Il faut des partenaires stratégiques
pour aider à la gestion de cette question. Mais il faut surtout les forces de la zone en action, parce que on a besoin à la fois sur le plan militaire, c'est-à-dire sur le plan de confrontation, on a besoin de personnes ressources et on a besoin de matériel. Avant d'évoluer justement sur la question des mesures à prendre en termes de riposte contre ces attaques, je propose qu'on fasse un tour à la régie et qu'on suive, puisque justement face à la survenue de ces attaques, vous le disiez dans vos propos à l'entame de l'émission, Morgana Sogba, le gouvernement donc s'est réuni en conseil extraordinaire des ministres. Au sorti justement de ce conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général donc adjoint du gouvernement, a tenu une conférence de presse. Je propose qu'on fasse donc un tour au niveau de la régie, qu'on suive un peu les propos, ce qui nous permettra donc d'entrer justement dans la deuxième partie de cette discussion qui permettra de parler de la réponse du Bénin face à ces attaques. Léandre Wilfried Rungweji. L'objet de quelques incursions de la part de personnes aux visées abjectes, lesquelles incursions ont eu l'effet, ces 4 derniers jours, de provoquer à l'intérieur du parc W, notamment dans la zone du Point Triple, ainsi qu'il a été indiqué, des morts, civils notamment, 8 au total, et 1 agent des forces armées béninoises. Ce qui fait que, en termes de bilan humain, nous avons déploré 9 morts et 3 véhicules qui ont sauté sur des engins explosifs improvisés, comme on les appelle, c'est-à-dire des mines artisanales. Cela a donc justifié que, sous la houlette du chef de l'État, le Conseil des ministres se tienne pour apprécier la situation, évaluer le dispositif qui est en place depuis au moins 2 ans, un dispositif de prévention le long de notre frontière d'est en ouest. Donc le Conseil d'hier, avec les éclairages que le haut commandement militaire a apportés, a évalué cette situation, sachant par ailleurs que depuis quelque temps maintenant, de nouvelles commandes d'armes de pointe, je ne vais pas dire d'armes, je dirais d'équipements de pointe, c'est plus juste, ont été faites. Et que nous attendons, suivant les délais de livraison, que ces équipements arrivent pour renforcer notre dispositif et permettre à nos forces armées béninoises d'être davantage opérationnelles. Ce qui est rassurant, et il faut le souligner de plusieurs traits, c'est que, comme le compte-rendu l'a indiqué hier, nos positions le long de nos frontières d'est en ouest sont restées infranchissables. Chaque fois que les assaillants ont essayé de s'en prendre à ces positions, ils ont dû rebrousser chemin. C'est dire donc que la situation particulière du Point Triple va également faire l'objet d'un traitement spécifique, comme cela a été annoncé, et que nous avons bon espoir qu'avec la détermination, l'engagement de nos forces armées béninoises, lesquelles valeurs ont été réitérées hier, notre pays continuera d'être un havre de sécurité et de paix pour que les actions de développement entreprises continuent à se mener afin que les progrès enregistrés, nous les capitalisions, que nous les renforcions et qu'au fil des années, nous puissions effectivement approcher les standards les plus élevés en matière de bien-être des populations. Les propos donc du porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Rungweji, au sorti évidemment de ce conseil extraordinaire des ministres, le porte-parole qui a tenu quand même à rencontrer la presse et à faire un peu le point de tout ce qui a été dit et fait et des mesures prises justement par le gouvernement. On parle évidemment d'équipement, on parle également de la position du Bénin qui à chaque fois, on va dire, n'a pas fléchi en tout cas. Les positions sont restées inchangées. Donc, jusque-là, pour le gouvernement, c'est que ça va, mais on prend des dispositions justement pour on va dire, se prémunir face à ces attaques. Oui, Morgana Sogba. Oui, le porte-parole du gouvernement a fait son travail. Oui. Et je pense que dans ses propos, on peut déjà sentir la préoccupation du gouvernement. Le gouvernement qui prend la mesure de la situation. Et il a aussi
il n'a pas, et c'est là où c'est intéressant, dévoiler évidemment sa stratégie n'est pas professionnelle. Et donc on ne peut pas tout dire. Déjà, on pourrait analyser l'idée d'équipement qui soit attendu sous deux angles. Ça peut avoir un effet assez convaincant, comme donc alarmer déjà les dissuasif, voilà, le vis-à-vis, ou ça peut avoir aussi un autre effet. Bien sûr. Voilà. C'est comme donc, on parlait de l'implication. C'est-à-dire que autant on s'implique et c'est bon, autant ça peut aussi créer je pense que des problèmes. Déjà, là, c'est déjà bien, mais ce qu'il faudrait aussi, et qu'on souhaite, parce qu'on est persuadé que le gouvernement est bien entouré, on souhaiterait que le gouvernement s'active pour tout ce qui est question de partenariat, pour pouvoir effectuer quand même une riposte assez... C'est dire que ce n'est pas une lutte que le Bénin doit mener seul. Le Bénin ne devrait pas. En la matière d'ailleurs, peut-être qu'il faut s'en réjouir. La force Barkhane a frappé, nous a-t-on dit, donc nous a-t-on appris en tout cas, 40 djihadistes justement qui auraient perpétré ces attaques donc contre le Bénin, auraient trouvé la mort face à l'attaque donc de la force Barkhane au Burkina Faso. Oui, Monsieur de Campos. Bon, déjà sur l'élément qu'on vient de voir, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Je ne connais aucun gouvernement au monde qui fera le contraire, qui dirait le contraire. À la télévision dire que tout va mal et que nous sommes assaillis. Donc, pour alarmer le peuple. Le gouvernement est dans son rôle de rassurer donc, le peuple et de dire que tout va bien, en tout cas que tout est sous contrôle. Sous contrôle. Voilà, donc je ne me prêterai pas... Les positions n'ont pas bougé, oui. Tout à fait. Mais néanmoins, il faut quand même dire que en dépit de tous les efforts qui sont faits par le Bénin, et ils sont nombreux ces efforts, le Bénin fait beaucoup en la matière, malheureusement les efforts qui sont faits ne sont pas encore à la mesure de l'ampleur de la menace. C'est ce qu'il faut dire quand même. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens que certes il y a beaucoup qui est fait, mais il reste encore à faire. Compte tenu de l'ampleur de la menace, parce que vous voyez un peu ce qui se passe, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que le Mali, le Niger, le Burkina, ils sont dedans. Donc c'est pas que et les conséquences, on les voit. Ils sont en train de rejaillir aujourd'hui. Donc les nombreux coups d'État sur le continent, ces pays justement n'y échappent pas. N'y échappent pas. Donc, curieusement. Il y a beaucoup qui est fait, mais on aurait voulu que beaucoup soit davantage fait parce que, compte tenu de l'ampleur de la menace, il faut faire davantage. Donc, c'est très important de le souligner. Et ce qu'il faudrait quand même retenir également, c'est qu'il faut qu'on tire des leçons, de l'expérience des autres pays, justement. Il faut qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs qui ont été commises par ces différents États-là, qu'on puisse être donc dans la stratégie d'anticipation, de proactivité, pour pouvoir voir clairement ce qui se passe et éviter donc de tomber dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs que ceux-là qui nous ont précédés dans cette situation. Et en l'occurrence, je voudrais quand même, juste pour revenir, juste un crochet sur l'affaire W. Le parc. Vous savez, en 2017, si ma mémoire est bonne, il y avait eu déjà des affrontements entre les nouveaux responsables de ce parc-là et la population locale, qui n'étaient pas d'accord par rapport donc à la cession de ce parc-là, parce que cela les privait de leurs activités habituelles. D'avantages autres qu'ils avaient à l'époque. Au parc. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui est en train de créer des problèmes dans cette zone, mais quand vous avez des dynamiques comme ça, locales, dans des situations pareilles, il faut faire très attention parce que les populations, ce sont ces-mêmes, là, comme on disait au début, il y a des frustrations, il y a des instrumentalisations qui sont possibles dans ces conditions. Donc, il faut faire très attention et revoir la gestion au niveau local. C'est très important parce que cette situation-là, peut-être qu'on a tous oublié aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est latent, qui est là. Et aussi les conflits récurrents entre agriculteurs qui font des morts. La transhumance, donc, c'est vraiment, il faut faire très attention pour essayer de maîtriser tous ces facteurs, je dirais, de chrysogènes qui pourraient rapidement déboucher sur quelque chose qu'on ne souhaiterait pas. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je voudrais mettre l'accent vraiment sur cette stratégie-là de proactivité, c'est-à-dire d'anticipation, collaboration sous-régionale aussi. Collaboration sous-régionale. Et vraiment, il faudrait, parce que je pense qu'aujourd'hui, tel que les choses sont,
je me demande s'il n'y a pas trop de cadres. Vous savez, il y a Barkhane d'un côté, il y a G5 Sahel, il y a Takuba, il y a plein de cadres, il y a la MINUSMA, il y a tout ça. Donc je me dirais, est-ce que ce n'est pas le moment de construire quelque chose, de fédérer tous ces efforts-là? Parce que quand il y en a autant, je me demande s'il y a vraiment une synergie d'action entre ces différents groupes-là. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'inclure les pays côtiers? Parce que vous voyez, lorsqu'il y avait le G5 Sahel, ça n'incluait pas les pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de ne pas attendre que ça commence à toucher ces pays-là, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal et consorts, pour qu'on se mette tous ensemble et qu'on y aille ensemble contre cela. La CEDEAO, je pense que c'est le moment pour la CEDEAO de quand même faire quelque chose, au lieu d'attendre que les conséquences de cet attentisme-là débouchent sur des choses qu'on n'aurait pas souhaité. Pour commencer par c'est le moment pour la CEDEAO de prendre le leadership, et de proposer quelque chose dans ce sens-là, pour que les pays de la sous-région ouest-africaine puissent dire, voilà, maintenant à partir de cet instant, parce que la menace est en train de changer de dimension. Absolument. Lorsque le Bénin est touché, c'est clair que... D'ailleurs, à en croire certains analystes, justement, la Côte d'Ivoire, le Ghana et d'autres pays sont ciblés. Sont ciblés déjà, et la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, a été déjà touchée. Le Togo également a eu déjà quelques... Donc, il ne faudrait pas qu'on attende que ça arrive encore ou que ça dépasse les lignes. Vous savez, on a encore la chance, on a encore l'opportunité au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, les pays côtiers. On a encore une carte à jouer. On a encore une carte à jouer que le Mali, le Niger non plus forcément. On a encore la maîtrise entre griffes de notre effectivité. Comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, les positions n'ont pas bougé. Donc jusque-là, ça va. C'est très important. C'est très important. On a encore ce levier-là sur lequel on peut jouer. Donc il ne faudrait pas qu'on attende que ce soit ingérable, que notre territoire puisse être envahi et qu'on ne puisse plus le maîtriser pour commencer par... Parce que là, à partir de cet instant-là, c'est compliqué évidemment. à gérer, évidemment. En parlant de proactivité, justement, ou en tout cas d'anticipation, avec les 4 vérités, on apprend ce matin, par exemple, que Talon met fin à l'absence de l'État dans les écoles des frontières du Septentrion, dont désormais des drapeaux sont hissés les lundis et les vendredis dans ces écoles. Donc oui, ce sont des réactions. C'est une sorte de riposte déjà par rapport à cela. Nombre de cadres ou de personnalités politiques aussi, voilà, on fait des déclarations au rôle desquelles l'ancien président Yahya Boni, qui a déploré évidemment cette situation, compatit avec compatit à la douleur donc des familles éplorées, et a fait aussi des propositions au rôle desquelles justement faire taire les divisions, les petites querelles politiques et autres, qui, comme le disait justement Olivier Michel de Campos, font souvent le lit à ce genre de situation. Donc oui, le Bénin essaie de répondre d'une manière ou d'une autre, mais en fait-on assez? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Et c'est sur ça qu'on va finir en 2 minutes, s'il vous plaît. Parce que là, on a été très long, très long. Alors, le Bénin déjà prend des initiatives. Il faut encourager ces initiatives et aller plus loin que la présence des drapeaux. Il faut qu'il y ait une présence institutionnelle. Et il faut que la vie soit animée dans ces milieux-là. Parce que la vie n'est pratiquement pas animée, forcément. Vous l'avez dit, lorsque vous voyagez, vous avez l'impression que... Frontière Bénin-Niger, pour la petite anecdote, frontière Bénin-Niger, les gens ne s'habillent pas comme les Béninois, ils s'habillent comme les populations justement de l'autre côté donc de la frontière. Et je me suis amusé à poser la question. Ben oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit qui ne sont pas béninois. Qui ne sont pas béninois, mais qui tiennent justement des boutiques, qui tiennent des restaurants, qui tiennent des buffettes et autres, mais qui ne sont pas béninois, sur le territoire béninois. Alors évidemment, on n'a rien contre les étrangers, mais on se rend compte évidemment que l'État n'est pas présent. Et ça, il faut encourager l'État, il faut l'encourager à le faire vraiment assez vite. L'autre chose, c'est on ne peut pas vivre dans un milieu où il y a des hommes il y a des interactions entre les hommes et qu'il n'y ait pas de petites frustrations. Il faudrait quand même que la population aille au-delà aussi de ces frustrations. Parce qu'une chose est de dire qu'il faille éviter les situations de frustration, mais les situations de frustration sont inhérentes, à la vie en société. Voilà. Et donc, il faudrait
que nos concitoyens apprennent, du moins comprennent qu'il faille aller au-delà de ces sentiments de frustration et de se rendre compte que nous avons un seul pays et qu'il faille quand même maintenir la paix et le cadre nécessaire pour le développement dans le pays. L'autre chose, c'est effectivement attirer l'attention sur la nécessité de collaboration qui est assez importante, que ce soit au niveau de la sous-région ou que ce soit avec les partenaires externes. Parce que qu'on le veuille ou non, on a besoin de travailler ensemble parce que la menace, elle n'est pas que béninoise, elle n'est pas que ouest-africaine, mais c'est une menace assez continentale et globale. Merci Henri Morgan Assogba. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et consultant en relations internationales. Votre vis-à-vis ne l'est pas moins. Olivier Michel de Campos, oui, mot de fin. Alors, mon mot de fin, ce serait donc d'appeler, de souhaiter à ce que il y ait une collaboration entre les populations locales et nos forces de défense et de sécurité, parce que c'est très important en matière de renseignement humain. Il faudrait que de la même manière que ces djihadistes-là arrivent à toucher les cœurs de nos populations, que nos forces de défense et de sécurité également arrivent dans une stratégie de pouvoir conquérir donc le cœur pour pouvoir reviver, renforcer donc ce sentiment-là, comme l'a dit mon confrère, d'appartenir à une nation. Il faut que ces populations-là, aussi lointaines qu'elles soient, puissent sentir qu'elles appartiennent à une nation, à la nation béninoise, qu'elles ne se sentent pas abandonnées, délaissées. Donc c'est très important qu'il y ait ce sentiment-là de fierté, d'appartenance à une communauté. Très important pour pouvoir éviter justement que de petites frustrations ne débouchent sur des situations de radicalisation. Et pour finir, je dirais donc qu'il faudrait qu'on encourage donc, le gouvernement et surtout qu'on l'exhorte à faire davantage, parce qu'une chose est de se développer, mais une chose est également de pouvoir sécuriser le développement. Parce que vous avez donc la route du développement, mais également il faut qu'il y ait de la sécurité pour pouvoir maintenir donc tous les acquis que vous avez pu faire sur le terrain. Olivier Michel de Campos, analyste géopolitique et donc consultant en relations internationales, et Morgan Assogba nous ont aidés à, répondre à la question qu'on s'est posée ce matin par rapport à la survenue de ces attaques djihadistes au nord du Bénin. Les raisons favorables, on les a évoquées. On a aussi, parlé de la riposte du Bénin. On a fait des propositions aussi. On a apprécié, évidemment, tout ce qui est fait jusque-là par le gouvernement du président Patrice Talon. Même si on n'a pas pu tout dire. Même si on n'a pas pu tout dire, évidemment, c'est une affaire de temps par ici. Et on se donne rendez-vous sur un autre plateau très prochainement pour en reparler, mais espérons-le dans un contexte plus gai. Tout serait fait.